Je suis heureux de saluer les radicaux des deux rives qui se sont enfin retrouvés pour porter les mêmes valeurs, l'égalité des chances, la fraternité, la laïcité, et pour mieux peser sur la scène politique. Les radicaux ont souvent compté dans la vie publique de notre pays. Ils l'ont fait avec Pierre Mendès France, président du Conseil en 1954-1955, qui a rénové la politique. Ils l'ont fait avec Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1969-1970. Ils l'ont fait avec Michel Crépeau, qui a incarné l'écologie à La Rochelle, puis au gouvernement. Ils l'ont fait aussi avec Jean-Louis Borloo et le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, 15 mois après l'élection présidentielle et 8 mois avant le scrutin européen de mai 2019, où en sommes-nous? Il y a des moments où l'histoire présente des opportunités à ceux qui savent les saisir. Je crois que nous vivons précisément l'un de ces moments. Nous sommes face à une occasion historique, car nous pouvons retrouver tout un espace politique, allant des déçus du PS aux désappointés d'En Marche, ce qui fait beaucoup de monde. Chez les socialistes, c'est un peu le retour à 1969. À l'élection présidentielle de cette année-là, Gaston Defferre obtient seulement 5% des voix. L'an dernier, à la présidentielle de 2017, Benoît Hamon recueille 6,4% des suffrages. Par ailleurs, aux législatives de juin 2017, le PS obtient seulement 30 députés, alors que le groupe socialiste en comptait 300 auparavant, soit 10 fois plus. Comme si l'on passait d'un paquebot de fort tirage à un frêle esquif, voire à une coquille de noix. En outre, initialement, en juin 2017, le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale renonce à s'appeler groupe socialiste et choisit de s'intituler Gauche Nouvelle. Bref, le PS est actuellement à peu près dans la même situation que la SFIO en 1969. En revanche, en 1969-1970, Jean-Jacques Servan-Schreiber a incarné une rénovation du radicalisme avec le manifeste radical, manifeste moderniste et réformiste, qui contrastait avec l'archaïsme de Guy Mollet, qui dirigeait alors les socialistes. En réalité, le succès de JJSS, avant qu'il ne dérive vers d'autres horizons, s'est fondé en partie sur le déclin du Parti socialiste dans cette période 1969-1970. Nous sommes de nouveau dans une période de ce type. Il y a donc un espace libre du côté de l'électorat socialiste et il y en a un aussi du côté des électeurs de centre-gauche qui ont voté En Marche pour contrer le FN. Dans sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a présenté un programme très ambivalent, un programme mi-chèvre, mi-chou, ou disons plutôt ici en Languedoc, un programme mi-figue, mi-raisin. Le candidat à l'Élysée s'était prétendu ni de droite ni de gauche, à la manière de Janus Bifrons, ce dieu latin à deux faces, tourné l'une vers la gauche, l'autre vers la droite. Mais si l'ambivalence est possible en campagne, elle ne l'est plus au gouvernement. Là, il faut décider et trancher. On a souvent prêté au cardinal de Retz cet aphorisme « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». Une fois installé à l'Élysée, Emmanuel Macron a dû quitter cette posture hybride. Le Janus ambivalent est devenu un Jupiter droitier. En effet, le gouvernement mène pour l'essentiel une politique de droite qui favorise les privilégiés et qui désavantage les classes moyennes et populaires. D'un côté, on supprime l'ISF, on baisse l'impôt sur les sociétés, on facilite les licenciements. De l'autre côté, en revanche, on pénalise les catégories modestes, on augmente la CSG, on diminue les APL, on désindexe les pensions de retraite et les allocations familiales. Par ailleurs, le chômage ne baisse pas, il frappe encore 9,2% de la population active. Enfin, le pouvoir d'achat stagne ou recule. Résultat, dans un sondage IFOP publié par Match le 6 septembre dernier, 31% seulement, 31%
des personnes interrogées approuvent l'action du président de la République. Avec un tel score qui tangente à peine les 33%, Emmanuel Macron devient un nouveau monsieur tiers. Dans ce contexte, le mouvement présidentiel En Marche pourrait peut-être changer de nom et se rebaptiser En Panne. En tout cas, le malaise gagne la majorité parlementaire, qui commence à connaître des défections. Ainsi, la députée Frédérique Dumas démissionne du groupe parlementaire En Marche en le comparant au Titanic, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait exact, car au moins sur le Titanic, il y avait un orchestre. Par ailleurs, les députés MoDem disent leur déception, leur mélancolie, de ne pas être entendus par le gouvernement. Au total, un large espace politique peut donc s'ouvrir, allant des électeurs naguère socialistes déçus par le hollandisme, aux électeurs macronistes de centre-gauche qui ont voté Macron non pas pour adhérer à son projet, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Ces électeurs ont d'ailleurs un point commun, ils sont tous pro-européens, tous favorables à la poursuite de la construction européenne, qui sera le grand enjeu du scrutin de mai 2019. Ces élections européennes dans 8 mois seulement, seront un scrutin essentiel pour les radicaux. Notre parti est résolument favorable à la construction européenne. C'est d'ailleurs un radical, Didier Bariani le rappelait, un radical, Maurice Faure, qui a signé le traité de Rome pour la France. L'Europe a été le grand espoir de la seconde moitié du XXe siècle, en concomitance d'ailleurs avec les 30 Glorieuses. Outre la paix, la construction européenne s'accompagnait de l'expansion économique et du progrès social. Dans ce contexte, l'Europe bénéficiait d'un large consensus. Il n'en va plus de même aujourd'hui et l'euroscepticisme a succédé à l'eurocertitude des premiers temps. On l'a vu en 2005 avec le référendum sur le traité constitutionnel européen où le non l'a emporté avec 55% des voix. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? L'Union européenne souffre d'un certain déficit démocratique. Elle donne aux citoyens et leurs élus nationaux le sentiment d'une dépossession, d'une perte de pouvoir. C'est vrai de la législation. Les lois françaises sont souvent prédéterminées par les directives émanant de la Commission et du Conseil des ministres. Ensuite, ces directives doivent être obligatoirement transposées en droit français. Bref, le sentiment prévaut que la loi se fait surtout à Bruxelles, en particulier au plan économique et fiscal, voire social. Par ailleurs, si la politique budgétaire reste théoriquement du ressort des États, elle est très strictement encadrée par les critères de Maastricht qui interdisent des déficits publics supérieurs à 3% du PIB. L'application de ces critères, que Romano Prodi, qui était président de la Commission, ces critères qu'il qualifiait d'absurdes naguère, l'application de ces critères empêche les gouvernements nationaux de mener des politiques contracycliques pour combattre efficacement la crise économique et le chômage. Enfin, avec l'euro, la politique monétaire est décidée à Francfort par la BCE, qui est indépendante et omnipotente. Il faut remédier à tout cela pour que l'Union européenne cesse d'apparaître comme une Europe des technocrates et des diplomates et devienne une Europe des citoyens. Seul le Parlement européen, et je termine par là, seul le Parlement européen, élu au suffrage universel, peut faire contrepoids et incarner plus de démocratie. D'ailleurs, au fil du temps, ses pouvoirs ont été accrus. Il participe au processus législatif avec le Conseil, via la procédure de codécision. Il contrôle la Commission qui est politiquement responsable devant lui et il en investit le président. Le Parlement européen peut donc infléchir, voire impulser la politique européenne par son pouvoir d'initiative. Selon que ce Parlement aura une majorité progressiste ou une majorité conservatrice, comme aujourd'hui, ces décisions seront évidemment différentes. Le scrutin de mai 2019 est donc un enjeu majeur dans le combat pour une autre Europe plus démocratique et plus sociale. Cette élection européenne de 2019 est très ouverte, comme le montre un sondage Odoxa publié par le Figaro du 14 septembre.
2 partis seulement se situent à 21% des intentions de vote, En Marche, allié au MoDem, et par ailleurs l'ex-Front National. Viennent ensuite les Républicains, 14%, et la France insoumise, 12,5%. Pour le reste, les autres partis obtiennent des scores inférieurs à 5%, le PC 1,5%, le PS 4,5%, l'UDI 3%. Je rappelle qu'aux élections européennes de 1994, la liste Énergie radicale avait recueilli 12% des voix. Il faut relancer une dynamique positive de la construction européenne pour remobiliser nos concitoyens en sa faveur. Et pour cela, il faut changer l'Europe, lui tracer des perspectives nouvelles. Nous voulons d'abord une Europe sociale, une Europe qui protège et qui ne devienne pas un instrument de régression sociale. Il faut en finir avec le dumping social qui génère des délocalisations au sein même de l'Europe vers certains pays à moins de protection sociale. Il faut harmoniser les normes sociales et aussi les normes fiscales. Nous voulons une Europe de l'équité fiscale qui harmonise ses fiscalités directes, et en particulier l'impôt sur les sociétés, sinon des pays comme l'Irlande, avec un impôt sur les sociétés à 12,5%, risquent de devenir le refuge des sièges des grandes sociétés en quête d'optimisation fiscale. Nous voulons une Europe écologique qui respecte le développement durable et les accords de la COP21 sur le climat. Nous voulons par ailleurs, dans un monde devenu très instable, une Europe de la défense et de la sécurité qui ne laisse pas la France assumer seule la charge humaine et le coût financier des OPEX, des opérations extérieures destinées à contrer les groupes terroristes en Afrique et au Liban, et au Levant, pardon. Nous voulons enfin une Europe de la culture et de l'humanisme. Jean Monnet, qui a fondé l'Europe dans les années 50, en créant la CECA, puis le marché commun, disait ceci: « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture, en entendant par là la culture européenne des Lumières et des droits de l'homme. Car l'Europe, ce n'est pas d'abord un marché commun, c'est d'abord une civilisation commune, une communauté de valeurs. » Il faut donc s'opposer à la résistible ascension du national-populisme, de l'extrême droite européenne et de ses dirigeants, qu'ils s'appellent Orban en Hongrie, Kaczyński en Pologne, Salvini en Italie ou Kurz en Autriche, et tant d'autres encore. À l'inverse, honorons ceux dont nous voulons poursuivre l'action, et en particulier ceux qui ont reçu le prix Charlemagne, décerné à Aix-la-Chapelle aux personnalités qui ont le mieux contribué à la coopération européenne. Ils sont issus des diverses nations de notre continent. Parmi eux, Walter Scheel, Constantin Karamanlis, Simone Veil, François Mitterrand et Helmut Kohl, Jacques Delors, Felipe González, Bronislaw Geremek ou Václav Havel. Václav Havel, ce grand militant tchèque des droits de l'homme, ce dissident devenu président, on se rappelle sa devise: « La vérité et l'amour triompheront de la haine et du mensonge ». Václav Havel n'est plus, mais ce sera un beau mot d'ordre pour les prochaines élections européennes. Pour lui et pour les autres dirigeants déjà cités, l'Europe est une, par-delà ses frontières, qui sont des cicatrices de l'histoire. Ils étaient des hommes et des femmes de paix et de progrès. Ils étaient des bâtisseurs de l'avenir, un avenir qui peut connaître un nouvel élan en mai 2019, un nouveau destin pour une Europe plus juste, plus humaine, plus solidaire, en un mot, une Europe de la fraternité.